Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices. J'espère que vous portez bien, que la semaine débute bien. Donc, je suis Fanta Lévesque, je suis au MMFLP depuis maintenant 5 ans. Et alors, qu'est-ce que le MMFLP rapidement? Le MMFLP, c'est le mouvement mondial des femmes et filles leaders panafricaines et caribéennes. Donc, c'est un grand, grand, grand mouvement qui rassemble des hommes, des femmes de diverses origines, de divers horizons, et notamment dans le milieu associatif, dans le milieu politique également et surtout dans le milieu économique. Alors, qu'est-ce que fait le MMFLP? De manière générale, le MMFLP aide et contribue à développer le leadership féminin pour que la femme puisse trouver sa place dans ce monde. Alors, quand je dis sa place, c'est vraiment de manière générale, parce que, comme vous le savez, la femme malheureusement, ne jouit pas à 100% de tous ses droits en termes de droits humains. Et le MMFLP est là pour apporter et surtout pour faire en sorte que les droits soient respectés tant au niveau des femmes qu'au niveau des hommes. Donc oui, on a bien des hommes parmi nous qui ont rejoint notre mouvement et grâce à eux d'ailleurs, nous pouvons avancer dans nos différents combats. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 novembre 2024. Alors qu'est-ce que le 25 novembre? Le 25 novembre, c'est une date qui est très, très, très importante pour tous les défenseurs et défenseuses de la cause des droits des femmes. Pourquoi? Parce qu'il symbolise la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'est l'occasion pour le MMFLP, le Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, de rappeler que cette journée, et toute l'année d'ailleurs, c'est une journée de lutte. C'est une journée qui a été décrétée par l'ONU et d'après l'ONU, la violence à l'égard des femmes constitue une violation des droits de la personne humaine. Et c'est en 1999, par sa résolution 54-134, que l'Assemblée générale de l'ONU proclame le 25 novembre comme étant la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et toujours d'après le site de l'ONU. Donc, ce sont des informations que j'ai pu extraire du site officiel de l'ONU. Alors, toujours sur le site, on dit qu'en 2023, au moins 51 100 femmes ont subi une violence par rapport au genre et qui s'est achevée par leur assassinat. Cela signifie qu'une femme a été tuée toutes les 10 minutes. Ce sont des chiffres qui donnent vraiment froid dans le dos, mais malheureusement, c'est la réalité. Et le 25 novembre marque également le lancement des 16 jours d'activisme avec la campagne Tous unis. Cette campagne se termine le 10 décembre, jour de commémoration de la Journée des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour une conférence justement sur la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Mais aujourd'hui, le thème est femmes et environnement. Donc nous avons trois intervenants aujourd'hui sur ce plateau. Nous avons Madame Céline Masse qui va, Bonjour. qui va se présenter. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avons aussi Monsieur Wilson Labossière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous terminerons la conférence avec Monsieur Dadastone Ipoma qui va intervenir sur le sujet. Donc, je rappelle le sujet, femmes et environnement. Donc, oui, effectivement, ça peut vous paraître pas en cohérence avec le thème d'aujourd'hui, de la journée du 25 novembre, mais détrompez-vous, tout à fait. Nous allons en débattre aujourd'hui. Nous allons expliquer pourquoi les femmes et l'environnement peuvent constituer une entrave
aux droits de la femme et peuvent constituer même une violence à l'égard des femmes. Ok. Donc, je vais donner la parole à Madame Céline Masse. Madame Céline Masse, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais qu'aujourd'hui, ça doit être une journée très chargée vu ce que ça représente et ce que ça symbolise. Et Madame Céline Masse est une ancienne directrice d'ONU Femmes. Et aujourd'hui, Madame, j'ai deux questions à vous poser, trois questions en fait. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir vous présenter un peu plus largement. Et ensuite, je vais vous poser quelques questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Fanta, et bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être avec vous. D'abord pour des raisons d'intérêt pour ce que vous faites. Je pense que les femmes africaines et caribéennes, moi, de celles que j'ai rencontrées, j'en ai rencontré un grand nombre. J'ai eu toujours beaucoup d'admiration parce que je trouve qu'il y a une espèce d'énergie incroyable qui se dégage Alors l'Afrique, c'est large. Évidemment, tous les pays sont très différents, les cultures sont différentes, mais qu'on aille en Afrique du Sud. Moi, j'ai pas mal voyagé, rencontré beaucoup de femmes de beaucoup de pays d'Afrique différents. Et j'ai trouvé que l'énergie, la volonté voilà, de s'engager était très, très forte et parfois bien loin de ce qu'on peut imaginer. Je trouve aussi les femmes africaines extraordinairement entrepreneurs. Et donc, voilà, je suis très heureuse d'être là. Et puis, à titre personnel, des attaches dans les Caraïbes. Donc, je suis d'autant plus heureuse d'être avec vous. Alors, je n'ai pas été présidente d'ONU Femmes au niveau monde. Pour être précis, j'ai été présidente d'ONU Femmes France, qui est donc jusqu'en juin dernier. Donc, je suis toujours évidemment très proche de cette association, de son combat, et j'ai aussi aujourd'hui des liens avec un certain nombre d'organisations pour lesquelles j'ai essayé de faire avancer la cause des femmes. Et puis, là, je prends un petit peu de recul, on va dire, mais dans quelques semaines, probablement amenée à occuper encore d'autres fonctions dans l'univers de l'égalité. En tout cas, voilà, moi je suis ravie d'être là et puis je suis aussi écrivaine, donc c'est important pour moi l'observation, les données et la documentation des plaidoyers. Activiste depuis près de 25 ans, membre du Haut Conseil de l'égalité en France aussi, dans la Commission internationale. Dans la vie, pour faire très court, je travaille sur des sujets RSE et des sujets liés à la lecture, à l'éducation. Ce sont aussi vraiment des thèmes qui m'importent. Et au fond, mon parcours, même si c'est pas du tout le plus important, ce qui est important pour moi, c'est la justice. Et c'est la justice sociale et de laisser des chances, en fait, essayer d'apporter des chances à peu près égales aux individus et le respect aussi des droits. Et c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup apprécié l'action d'ONU Femmes parce que le mandat d'ONU Femmes et sa vision aussi du féminisme, c'est bien de dire que le féminisme, c'est avant tout le respect des droits et que donc les droits humains constituent à la fois les droits des femmes, constitués à la fois des droits des femmes et des droits des hommes, sont irréfragables, sont extrêmement importants. Et c'est aussi de dire et de constater que malheureusement aujourd'hui, vous le savez, la violation des droits des femmes dans le monde est la violation la plus importante qui puisse être constatée. Et ça ne fait que se dégrader compte tenu du climat géopolitique dans lequel nous vivons, avec des conflits de plus en plus récurrents, avec des situations extrêmement tendues économiquement, et ce climat, si vous voulez, ambiant, ne fait que renforcer la perte de leurs droits ou la dégradation de leurs droits par les femmes dans le monde. Voilà, juste pour introduire un petit peu le propos. Très bien. Merci beaucoup, Madame Masse. Alors, la première question. Alors, en quoi les conséquences du dérèglement climatique rendent les femmes plus vulnérables? Oui, alors c'est un sujet très important. Avant de répondre directement, je voudrais juste exprimer un point qui me semble essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on a un sujet de plaidoyer qui est que le climat, évidemment, est un thème absolument central parce que bah, la planète est en jeu et nos vies aussi en découlent. Et que parfois on a tendance à opposer les thèmes, à opposer d'un côté le climat, de l'autre les droits des femmes, et à se dire finalement quand on agit pour le climat, quand on met beaucoup de ressources pour le climat, on a moins de ressources pour les droits des femmes. Et c'est pour ça que j'ai apprécié aussi le thème de votre conférence, parce que je voudrais rappeler ici fortement que les objectifs de développement durable sont des objectifs qui sont liés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir dans le système onusien un monde dans lequel le climat irait mieux, si tant est que ce soit possible et on fait tout pour,
De l'autre côté, les violations des droits humains, qu'il s'agisse de femmes, d'enfants ou même d'hommes, bien sûr, qui soient complètement piétinés. C'est-à-dire que tout ça doit être cohérent. Alors, on n'avance pas au même rythme sur tous les sujets, évidemment. Ça dépend des moments, ça dépend des années, ça dépend du contexte, des moyens que l'on y met aussi. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas considérer que les sujets sont silotés et que d'un côté, on aurait le climat et qui s'opposerait aux droits des femmes. Et je crois que c'est particulièrement important de le dire aujourd'hui parce que si on veut que les sujets des droits des femmes soient à l'agenda mondial, et si on veut que les décideurs et décideuses, mais il y a plus de décideurs quand même, vous me l'accorderez, soient conscients que c'est un sujet central, c'est un sujet de société, c'est pas un sujet des femmes pour les femmes avec les femmes. Il va bien falloir les connecter à des sujets aussi à très fort enjeu comme le climat. Donc ça, c'est un premier point de méthode. Pour répondre à votre question, et ça a été étudié aussi par de multiples rapports, en fait, quand il y a une crise climatique, les femmes vont être très souvent dénuées de maisons, elles vont se retrouver avec leurs enfants dans des situations souvent de migration, hein, on le voit dans pas mal de crises aujourd'hui. Donc, en devant se déplacer, soit elles ne se déplacent pas et elles sont vulnérables parce qu'elles sont finalement à la merci de toutes les prédations et de toutes les agressions et notamment les violences sexuelles, ou alors elles doivent se déplacer pour échapper à la situation climatique dégradée. Et dans ces cas-là, elles se mettent aussi en danger puisqu'on sait que dans les migrations, les femmes et les enfants sont très, très souvent victimes de violences sexuelles. Donc, toutes les crises climatiques, elles viennent frapper de plein fouet les femmes. À ceci s'ajoute, et je terminerai là-dessus sur cette question, après n'hésitez pas si vous souhaitez que j'approfondisse, à ceci s'ajoute le fait que les femmes sont moins propriétaires agraires dans le monde que les hommes. Et que du coup, elles ont en plus moins accès aux terres, elles ont moins accès en fait aux ressources naturelles pour à la fois impulser des politiques agricoles plus résilientes, comme on dit, avec des techniques qui sont beaucoup moins dévastatrices pour le climat. Elles ont moins accès aux données. Nous, ONU Femmes, pardon, mais vous voyez, je me sens tellement part de cette organisation. ONU Femmes a un programme fabuleux qui s'appelle Buy from Women, qui a commencé au Rwanda et dont l'objectif était de prodiguer à des femmes agricultrices un outil en ligne dans lequel elles pouvaient à la fois avoir une vision des changements climatiques à venir, dans les jours à venir, pour mieux maîtriser la culture de leur terre. Elles pouvaient avoir une idée plus précise du périmètre de leur terre. Elles pouvaient aussi travailler mieux avec des équipes. Et puis, elles pouvaient en plus se connecter à des acheteurs de céréales. Ce programme, il est fabuleux, il est en train de se répandre dans d'autres pays. Et donc ça, c'est un exemple typique de quand on donne, et j'arrête là sur cette question, quand on donne les moyens aux femmes de mieux travailler quand qu'elles sont aidées, j'allais dire supportées au sens anglais, supported, quand elles sont aidées, quand elles sont accompagnées, qu'elles ont des outils qui sont efficaces, elles peuvent faire des miracles en matière d'agriculture résiliente. Je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas le faire, mais la question aujourd'hui, qui se pose, c'est est-ce qu'en donnant aux femmes plus de moyens dans ce secteur-là, on arrive à de meilleurs résultats? Il semblerait que oui. En tout cas, il semblerait que ce soit un facteur important du rééquilibrage climatique auquel on doit tous et toutes aspirer. Très bien, merci beaucoup pour la réponse à cette question. Je pense que les deux prochaines questions, on a déjà quelques éléments de réponse, mais je vais quand même les poser si toutefois vous voulez donner beaucoup plus de détails. Donc la deuxième question, alors, existe-t-il des inégalités et indirectement des violences faites aux femmes dues au changement climatique? Alors, vous avez raison, Chantal, et c'est pour ça que je ne veux pas être trop bavarde, ou du moins répéter, alors que nous sommes plusieurs sur ce panel. Comme je l'ai indiqué, quand on est dans une crise climatique ou dans une tension climatique, on est plus vulnérable. On est plus vulnérable aux violences sexuelles, aux violences économiques, à l'emprise qui est faite sur nous. Toutes les crises, qu'elles soient d'origine sociale, économique, politique, fragilisent en premier lieu les femmes et les enfants. Il n'y a pas de mystère là-dessus, puisqu'il y a énormément d'études qui convergent sur ce sujet. Toutes les crises dans le monde, et c'est pour ça que nous avions d'ailleurs cette fameuse citation qui dit que toute crise fait reculer les droits des femmes. Et c'est une vérité. Donc les crises climatiques, finalement, elles suivent malheureusement cet ordre du monde, qui est que la moitié de l'humanité est aux mains d'un système patriarcal tout à fait installé, tout à fait puissant et qui continue de faire des ravages. Et donc, la crise climatique, le seul point, si vous voulez, qui est, je pense, peut-être, c'est mon avis personnel, hein, qui est peut-être plus criant, c'est que
une crise climatique, parfois, une crise économique, elle s'installe et puis parfois, c'est à petit feu, si vous voulez, c'est au long cours. Une crise climatique, quand vous avez un tsunami, quand vous avez d'un coup tout ce qui vous entoure qui est ravagé, malheureusement, bah, vous vous retrouvez dans le dénuement le plus total. Donc, il y a une violence, en fait, qui s'ensuit, qui est sans doute un peu plus importante que certaines crises qui sont très violentes à terme et qui, entre guillemets, laissent un peu plus de temps pour s'organiser, pour essayer de contrer la situation. Voilà. C'est peut-être ça le sujet le plus, de ce point de vue-là, la plus grande intensité, quoi. Très bien. Donc, si nous avons bien compris la réponse à cette question, donc vous voulez dire que peu importe les crises, qu'elles soient économiques, sociales ou même climatiques, de toute façon, ça touchera de plein fouet et en premier lieu les femmes et les enfants. Maintenant, la C'est sûr. différence entre une crise climatique et une crise économique, c'est que la crise climatique, on est de plein fouet et on est très rapidement, en tout cas plus rapidement qu'une crise économique, on est très rapidement dénudé de tout ce qu'on possède en fait. Oui, quand il Puisque, s'agit d'une crise climatique, parce qu'il y a des crises climatiques latentes aussi, c'est-à-dire la sécheresse petit à petit qui va vraiment appauvrir un territoire, ça aussi, ça affaiblit. Mais ça affaiblit dans le long terme ou le moyen terme, disons. mhm. La vraie crise climatique au sens le tsunami, l'incendie ravageur, etc., etc., là, d'un coup, du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans une situation qui est absolument terrible, sans aucune ressource et sans aucun moyen de vous protéger. Tout à fait, oui. Très bien. Merci, merci encore. Alors, la dernière question. En termes de leadership, vous nous avez parlé d'un programme qui a l'air de bien fonctionner. Alors, en termes de leadership féminin, quelles sont les recommandations que vous pouvez nous apporter face au changement climatique? Alors, moi, je parle déjà de leadership des femmes, mais encore une fois, c'est très personnel parce que je pense que le petit souci du féminin, c'est que ça essentialise potentiellement. C'est-à-dire qu'on dit il y a le féminin, le masculin. En fait, il y a des femmes et des hommes avec des parcours différents, des cultures différentes, des trajectoires de vie différentes. Donc, voilà, je juste si vous me le permettez, petite incise syntaxique. Donc, leadership des femmes. Euh, j'ai pas de recette miracle en fait, c'est toujours très multifactoriel. C'est pour ça que c'est compliqué à résoudre parce qu'en fait, on n'a pas la martingale ou la recette où on se dirait, tiens, en mettant dans mon chaudron là, tel et tel ingrédient, ça y est, je vais avoir ma recette. Il y a plusieurs points, mais déjà, la formation, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que sur ce sujet des droits des femmes, il faut bien avoir conscience que d'un côté, les femmes sont souvent mésinformées ou sous-informées à certains enjeux les concernant directement parce que à un moment donné, on les a pas sensibilisés, ne serait-ce que je vais être très basique, hein, la question de leurs propres droits. C'est-à-dire que parfois, dans les formations, on énonce à des femmes la question de leurs droits, qui dépendent en effet des législations des pays, mais on peut tout à fait dispenser des formations, on se rend compte à quel point elles sont étonnées de savoir qu'elles peuvent avoir tel ou tel droit. Donc la formation au changement climatique, le changement climatique, ça a été pendant longtemps un sujet finalement qui était surtout préempté par les scientifiques. Le GIEC fait des rapports depuis des dizaines d'années sur ce sujet. Le jour où le changement climatique est devenu à la fois beaucoup plus urgent et un sujet de pouvoir, parce que c'est aussi un sujet de pouvoir, alors petit à petit, les instances décisionnaires de ce secteur se sont vues finalement envahies par un certain nombre de personnes qui venaient là sans doute pour des convictions personnelles, je ne juge pas cela, mais aussi sans doute aussi pour des responsabilités. Donc le champ a changé et c'est important aussi de pouvoir former les femmes à comprendre ce qui s'y passe. On a toutes, je pense, et tous besoin d'être formés sur ce sujet-là. Donc ça, c'est le premier point. Former, c'est connaître. Quand on a de la connaissance, on peut s'émanciper. On a vraiment cet espace d'émancipation. C'est pour ça qu'on revient toujours aux fondamentaux, mais l'éducation et la formation, c'est fondamental. Et c'est ce que vous faites en partie dans votre organisation. Moi, je crois que ces sujets-là sont fondamentaux. Former. Ensuite, il y a tout un sujet si vous voulez, de donner, de prodiguer les bons outils. C'est-à-dire Buy from Women, c'était un exemple. C'est un outil digital construit avec les femmes. Ça, c'est très important que je vous le dise. ONU Femmes, comme d'autres organisations, l'idée, c'est pas d'arriver dans un territoire et dire voilà ce qui va se passer. D'abord, c'est irrespectueux des personnes, enfin, je trouve, et c'est pas efficace. C'est-à-dire que ce sont les femmes du territoire qui savent ce dont elles ont besoin. Et c'est elles qui ont co-construit le cahier des charges de l'outil. Donc ça, c'est ce que j'appellerais l'empowerment. Tout le principe, si vous voulez, de leadership
doit être le respect de l'empowerment de la personne. Toutes les organisations à caractère humanitaire ou de développement dans les droits des femmes, en tout cas, je pense celles qui font du bon travail, elles sont conduites par un point qui est fondamental, c'est ne pas penser qu'on sait à la place de l'autre. On ne sait pas à la place de l'autre. Par contre, on peut flécher des moyens, on peut flécher des ressources pour essayer d'accélérer une mise en action positive en écoutant la parole des femmes. Ça, c'est important. Les femmes sont victimes des injustices climatiques, mais elles sont aussi actrices du changement. Ça, c'est fondamental. C'est une question de respect et c'est une question, je trouve, de d'efficacité aussi d'impact, hein, disons-le, d'impact. Donc, deuxième point. Dernier point, moi, je pense que sur ce sujet-là, comme tous les autres, il faut, c'est ce que vous faites d'ailleurs, vous l'avez dit au début et ça m'a interpellé, des hommes et des femmes, c'est une communauté mondiale, ce sont des réseaux d'alliances qui ne sont pas genrés, on a besoin des hommes avec nous, absolument besoin des hommes avec nous, on a besoin que les femmes et les hommes travaillent ensemble, on a besoin de cette solidarité, donc de donner aussi des outils pour qu'on fasse communauté et ne pas, si vous voulez, considérer, en tout cas, moi, c'est mon avis, encore une fois, c'est à titre personnel que je le dis, mais je pense que le féminisme et la lutte pour les droits des femmes, qui est un combat, c'est un vrai combat, ça n'est pas facile, les résistances sont très ancrées, donc c'est pas quelque chose comme ça où on se dit, allez, dans 10 ans, plus de 300 ans selon l'ONU. Bon, dans 300 ans, on ne sera plus là pour en témoigner. J'espère fortement que les personnes n'auront pas à attendre aussi longtemps pour y parvenir. Mais c'est un combat, mais quand on doit aussi le mener stratégiquement, c'est-à-dire que on ne peut pas être toujours dans le combat frontal, il faut aussi embarquer avec nous des personnes qui hésitent, des personnes qui ne savent pas trop finalement ce qu'est le féminisme et si elles feraient bien d'y aller ou pas. Et dans le sujet du climat, comme les autres, c'est un vrai point. Et de se dire comment je les embarque avec moi. C'est pas toujours comment je me bats. Ça, c'est une partie du sujet. C'est aussi comment j'embarque avec moi des personnes qui pourraient être des alliés dans la cause et qu'aujourd'hui, finalement, qui me regardent de loin, qui comprennent pas trop et surtout qui veulent pas rentrer dans du militantisme. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis très activiste, hein, donc j'ai aucun problème avec le militantisme. Mais je pense que la stratégie, ça consiste à trouver le juste équilibre entre du militantisme frontal, qui est souvent nécessaire sur des sujets très importants, et puis, et puis des alliances, de la construction, écouter l'autre, écouter aussi ses réserves, savoir avoir cette empathie. Ben, je trouve que l'empathie d'un activiste, c'est aussi, il me semble, une partie de sa force. Il suffit d'écouter, par exemple, le docteur Mukwege, que j'ai eu la chance de voir il n'y a pas si longtemps. Je trouve que c'est un personnage extraordinaire et qui a fait énormément pour les droits des femmes, notamment en RDC. Ben, le docteur Mukwege, quand vous l'entendez, il est d'une grande humilité. Alors que c'est un expert, c'est un prix Nobel, mais il est dans l'écoute. Bah, moi, ce type de personnalité m'inspire et je trouve que ça devrait, en tout cas, vous voyez, infuser un peu nos approches quand on parle de femmes et climat notamment. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vais rester un petit peu avec vous. Je pourrais peut-être pas rester encore trop longtemps, mais j'essaie de rester au maximum de mon temps. Merci beaucoup. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, on a quelques commentaires. On a un commentaire de Madame Zulika Hirzi, qui est professeur-chercheur au Maroc, et qui nous dit dans le chat, oui, l'éducation, c'est une priorité. Et vous l'avez dit, hein, si vous aviez des conseils à nous donner, c'est mettre l'accent sur la formation, sur l'éducation. Encore une fois, on revient aux fondamentaux, hein, ne serait-ce que en savoir plus sur le droit, les droits humains, tout simplement, et puis savoir aussi équilibrer entre l'activisme, le féminisme et surtout ce que vous avez rappelé, c'est dans nos combats, quels qu'ils soient, toujours associer les hommes. On ne peut pas mener un combat avec la moitié de l'humanité. C'est pas possible. C'est tout le monde ensemble pour que les choses puissent avancer. En tout cas, je vous remercie infiniment, Madame Céline Masse. Merci Alors, à vous. comme vous devez nous quitter, vu qu'aujourd'hui c'est le 25 novembre et que vous avez d'autres engagements, si toutefois il y a des questions à Madame Masse à poser, écoutez, ouvrez vos micros, posez la question pour que Madame puisse y répondre. Si vous avez des questions, bien évidemment. De mon côté, je vais regarder sur,
sur la plateforme sur Facebook. Et je suis vraiment navrée de ne pas pouvoir vous écouter jusqu'au bout, Wilson et Dada Stone, mais j'écouterai en replay parce que j'aurais beaucoup aimé aussi vous entendre et c'est pas du tout, voilà, ça tombe dans une journée effectivement où il y a beaucoup de choses en même temps. Donc vraiment, je suis désolée, et j'écouterai avec vraiment beaucoup d'attention aussi vos propos, sachez-le, vraiment. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer la parole à Wilson, Wilson Labossière. Oui, Fata, je suis là. Très bien. Donc, un grand merci à vous, Madame Céline Masse. Dès que vous avez l'occasion de vous déconnecter, faites-le vraiment, ça nous ennuiera pas, hein. On comprend tout à fait vos différents engagements. Alors, je passe la parole à Monsieur Wilson Labossière. Alors, Wilson va se présenter. Il est chercheur aussi. Il est originaire d'Haïti. Et après sa présentation, je vais lui poser deux questions concernant le thème femmes et environnement. Alors, à toi la parole, Wilson. Merci, Fata, et bonjour à tous les autres panélistes, Madame Céline Mass et Monsieur Dadastone, hein. C'est toujours un réel plaisir pour moi de partager avec la plateforme MMFLP, toujours sur ce qu'on fait pour l'avancement des droits dans le monde, hein, des droits, de la défense des opprimés, des plus faibles. C'est toujours un réel plaisir pour moi de partager euh, ma disponibilité et aussi mes compétences à mon humble niveau. Voilà, alors moi je suis Wilson Laboussière, je mène une activité d'enseignement en France. C'est un chercheur attaché à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je suis dans ce domaine-là et à la base, je suis ingénieur agronome de formation et puis après, j'ai fait d'autres études, soit en gestion de projet, soit en marketing et j'ai terminé avec une thèse en marketing et j'enseigne tout ce qui concerne la gestion et aussi en parallèle, j'aide beaucoup de jeunes à travers le monde à avancer sur des réflexions avec des cours à distance et aussi dans cette même logique aussi d'aider les plus faibles à bénéficier ceux qui n'ont pas la possibilité de bénéficier, que j'ai de la chance de bénéficier. Voilà, en gros, c'est ça. Thank you. Très bien. Merci beaucoup Wilson pour cette présentation, cette introduction. Alors, la première question, c'est est-ce que, alors de manière générale, hein, qu'entend-on réellement par dérèglement climatique? Qu'est-ce que le dérèglement climatique d'une manière générale? Alors, pour faire simple, Fanta, dérèglement climatique, on va prendre l'exemple la semaine dernière. La semaine dernière, mercredi, c'était jeudi plutôt, jeudi matin, on a eu de la neige. On a eu de la neige. On est encore au mois de novembre. D'habitude, on n'a pas la neige au mois de novembre, d'habitude. C'est parce qu'il y a un dérèglement du climat qui fait qu'on a la neige. C'est pareil aussi, cette année, il a fait, la température s'était montée jusqu'à 50 degrés dans certains endroits en France, des pics qu'ils ont enregistrés. Ils ont dit ça, c'est la première fois. La première fois qu'on a enregistré ce pic de température. Là, c'est à cause du dérèglement climatique. Et bon, là, on va voir que les climato-sceptiques disent toujours depuis longtemps, il y a eu toujours le problème du dérèglement climatique, ou bien le dérèglement climatique, c'est juste un phénomène nouveau, ou bien un mode de vie et certains bobos capitalistes cherchent à démontrer, ou bien des bobos qui habitent dans les zones UP cherchent à développer un mode de vie pour dire qu'ils sont écolos et ils cherchent à chasser les gens ou bien les personnes qui ont un mode de consommation quelconque. Voilà, c'est juste pour dire que tout est différent maintenant. Tout est différent maintenant. Si on compare la durée des pluies on va dire dans les années 70 et jusqu'au début des années 80. Maintenant, on a une différence totale. Les pluies passent plus de temps à tomber.
Et aussi, parfois, on a des raretés de pluie qu'on n'avait pas avant aussi. Tout ça fait partie du dérèglement climatique. Bon, c'est un thème technique, mais bon, j'utilise ces exemples-là pour montrer qu'on est en plein dedans. Ce n'est pas une fatalité, pas parce qu'on peut trouver des solutions. C'est pour cela il y a pas mal de recherches qui ont été menées à travers le monde pour pouvoir avoir des comportements plutôt responsables envers le climat et aussi envers les générations futures. Parce que tout ce qu'on est en train de faire maintenant, tous les problèmes qu'on est en train de poser sur le climat, ce sont les générations futures qui vont encaisser si on ne prend pas des décisions. Et maintenant, avec la réélection de Donald Trump, hein, ça encore, ce sera un autre sujet qu'on va encore à discuter dans les années à venir parce que euh, Donald Trump, en quelque sorte, est considéré comme quelqu'un qui est climato-sceptique. Et surtout, bon, nous sommes en France, on voit les décisions les décisions ou bien les passages dans les médias, sur les plateaux, les titres qu'on attribue aux personnes qui luttent pour la protection du climat, on les attribue des titres éco-terroristes. Là encore, c'est un problème grave. Voilà. Très bien. Donc, ce que je retiens, Wilson, c'est que donc le terme dérèglement climatique, c'est un terme assez technique, mais on a eu effectivement, on a eu des exemples très frappants, que ce soit en France ou dans d'autres pays, où les saisons ne se comportent pas de la même manière que quelques décennies auparavant. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça, C'est pour cela d'accord. que je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la neige qui s'était tombée jeudi. Et bah, vendredi, on avait eu moins 3 degrés. Parfois, ça descendait jusqu'à moins 5 degrés dans certains endroits. Mais aujourd'hui, on passe à 17 degrés. Là, il y a un problème. Nous sommes en France. Tout à fait, oui. Et c'est comme on a souvent aussi l'exemple du Canada, où il y a 20 ans en arrière, on pouvait atteindre des températures négatives jusqu'à moins 20 degrés, moins 30 degrés dans certaines régions du Canada en hiver, mais qu'aujourd'hui, on est à peine à moins 10 degrés ou proche de 0 degré dans les mêmes Oui, régions où on avait des hivers vraiment glaciaux il y a de cela 20 ans auparavant. OK, oui, c'est ça, tout à fait. OK. Et quand on dit, alors qu'est-ce qu'un un climato-sceptique? C'est quelqu'un qui ne croit pas au dérèglement climatique ou au changement climatique? Bon, en gros, c'est quelqu'un qui ne croit pas dans le discours, dans les discours, même la recherche, et ces personnes-là cherchent à faire, à faire confiance à leurs copains, plutôt, les copains qui disent, bon, il n'y a pas de règlement climatique. Ils ne font pas confiance à la recherche, hein. Ils disent, ouais, la recherche, parfois c'est tronqué, ou bien ils vont financer des recherches, les personnes qui sont au placé, financer des recherches pour sortir des résultats qui ne correspondent même pas à la réalité pour dire que le groupe, un groupe comme GIEC et Madame Céline Masse avait mentionné tout à l'heure, pour discréditer les recherches qui sont avancées par les résultats qui ont issus des recherches menées par les chercheurs du GIEC pour dire que leurs résultats ne correspondent pas vraiment à la réalité. C'est une façon juste pour enflammer l'attention, juste pour faire parler le grand public autour des problème du climat, et pourtant, ça n'existait pas. Et pourtant, c'est franchement, en réalité, ces personnes qui sont, parfois on qualifie de climato-sceptiques, ont d'autres agendas. Leur agenda, c'est faire du bénéfice, faire du profit au détriment du climat. Au détriment du climat, quand on dit au détriment du climat, c'est au détriment des générations futures. Très bien. Merci beaucoup, Wilson, pour toutes ces explications. Alors, j'en viens à la deuxième question. La deuxième question est la suivante. Quelles sont les conséquences du changement climatique aux Antilles et plus particulièrement en Haïti? Alors, aux Antilles, peut-être si vous regardez les informations depuis 5 ans, presque chaque septembre,
Le mois de septembre, septembre-octobre, c'est la période cyclonique. Aux Antilles, il y a toujours des cyclones qui ravagent les Antilles, que ce soit les Antilles françaises, les Antilles anglaises, les Antilles hollandaises. C'est pareil, il y a toujours des ravages. Mais Haïti, c'est un cas particulier. Parce que si on regarde les Antilles, il y a un vent qui souffle pendant toute la durée de l'année sous les tropiques qu'on appelle les alizés. Il y a toujours du vent, on est habitué avec le vent. Mais avec le changement climatique, il y a plus de périodes cycloniques qu'on enregistre au cours d'une même année. Avant, on peut avoir une période cyclonique une fois par an. Maintenant, on peut avoir quatre, voire cinq périodes cycloniques autour d'une seule et même année. Vous vous rappelez, en 2016, il y avait l'ouragan Matthew qui a ravagé Haïti, vraiment ravagé Haïti. L'ouragan Matthew, à cette époque-là, il y a des villes qui étaient totalement détruites. Ça, c'était la cause du changement climatique. Mais Haïti fait partie du même, il partage une même île avec la République dominicaine, mais quand il y a ouragan ou bien cyclone, c'est Haïti qui est beaucoup plus victime parce que Haïti se trouve dans le bassin des Caraïbes, là où tout près il y a le canal d'Ivan qui envoie des couches de vent quand il y a un typhon ou bien un cyclone qui vient de Miami. On a, En Haïti, on a la chance d'être touché par ces cyclones-là. C'est ça aussi. Et quand il y a ces genres de problèmes, les personnes qui souffrent, ce sont les personnes démunies déjà. Parce que quand les cyclones passent, l'ouragan passe, tout est détruit. On n'a presque rien. Et généralement, un pays comme Haïti, ce sont les femmes qui travaillent. Et le travail qu'il y a, c'est plutôt des femmes qui vendent au marché. C'est le commerce. C'est le commerce de proximité, le commerce au marché, euh, exercé par des femmes. Quand il y a ces problèmes-là, qui souffrent encore, ce sont des femmes. Bon, si je prends l'exemple de Machu en 2016, quand Machu est passé, avant, il y avait des personnes qui étaient dans des camps de fortune, sous des tentes. Et le cyclone arrive, a botté les tentes qui étaient sous la tête de ces gens-là, et ces gens-là étaient restés vraiment démunis sans rien. Bon, ça, c'est un exemple. Et après Mathieu, il n'y avait pas eu de construction, vraiment, de reconstruction des maisons pour les gens. Il y a des gens qui avaient continué, qui continuent à vivre avec les moyens du bord, à construire des maisons en paille. Mais à partir de 2021, il y a eu le tremblement de terre. Tremblement de terre qui a ravagé une bonne partie du sud du pays. Euh, Ces mêmes personnes qui étaient dans des maisons qui n'ont pas été reconstruites après Mathieu se trouvent maintenant dans la rue. Et dans la soirée, une, euh, il y a eu un cyclone qui a tout emporté. Voilà, c'est en quelque sorte pendant une seule année, il y a eu le tremblement de terre. Bon, ça, c'est un risque sismique. Et après le tremblement de terre, il y a eu les cyclones qui a tout ravagé sur son passage. Et ces personnes qui étaient déjà démunies dans la rue, et sous des tentes, se trouvent maintenant sans rien avec les problèmes sociaux que vous connaissez déjà qui traversent ce pays-là. Et ces mêmes personnes qui ont été victimes du 12 janvier 2010, de Mathieu 2016, et puis du mois d'août 2021, tremblement de terre et cyclone sont encore dans la rue. Et les plus victimes dans ces situations-là, c'est toujours des femmes. Et des femmes, selon les dernières statistiques de l'UNICEF sur Haïti, il y a environ 6 millions de personnes qui souffrent des problèmes de nutrition. Et puis, parmi ces 6 millions de personnes, il y a plus de 500 000 enfants, sans compter les femmes aussi, qui font partie, qui sont victimes de ces problèmes-là. Alors, chaque fois qu'il y a des inondations, des, des inondations encore, je n'ai pas mentionné, il y a la partie nord du pays, c'est presque chaque année, il y a toujours des inondations. Et ça a commencé à partir des années 90 parce que il y a un gros problème de la coupe des arbres dans ce pays.
Et à l'heure actuelle que l'on parle, la couverture végétale du pays est représentée à 2% seulement, 2% du pays qui est couvert par les arbres. Ça veut dire qu'il y a un déboisement généralisé dans ce pays-là. Quand il y a déboisement, c'est ça qui va contribuer à augmenter la pression climatique, le dérèglement climatique. C'est ça aussi, les experts, soi-disant experts du pays, n'en parlent jamais. Ça aussi. Quand on parle de pression climatique, moi, j'ai vu ça en Haïti. Je vois ça. Ça existe depuis euh, le début des années 90. Parce que avant il y avait la dictature. Une fois qu'on a avec la dictature, les gens respectaient l'environnement, les gens ne coupaient pas des arbres. Mais une fois qu'il n'y a plus de dictature, on rentre avec une histoire de démocratie, sans avoir une base de contrôle derrière. Et les gens pensent, la démocratie, on peut faire ce qu'on veut. C'est comme ça, les gens commencent à couper des arbres pour faire du charbon de bois qu'on utilise comme combustible, soit pour s'échauffer, pour préparer à manger, ou bien on utilise aussi dans les usines, hein, dans les usines, surtout pour la production, pour la transformation de la canne à sucre en sirop ou bien en d'autres produits, même en alcool. Et les gens utilisent ces bois-là comme combustible. À cause de ça, à partir de ce moment-là, à partir des années 90, c'est à ce moment-là que Haïti commence à connaître des épisodes des pluies et aussi des inondations, sans oublier les cyclones qui ravageaient le pays à chaque fois qu'il y a un petit problème dans la zone, dans le bassin des Caraïbes, il y a un vent qui passe, et puis en Haïti, ça s'est généralisé. Ça s'est généralisé. Voilà, en quelque sorte, c'est ça qui a provoqué, c'est l'une des conséquences du dérèglement climatique en Haïti, c'est des cyclones à répétition et aussi, bon, le tremblement de terre, ça, c'est une autre cause, c'est plutôt les risques sismiques, mais les inondations et aussi les cyclones à répétition, sans oublier certains endroits qui sont devenus totalement inhabités. Voilà. En gros, D'accord. c'est toutes ces conséquences qu'on peut en mentionner sur Haïti en matière de changement climatique. Très bien. Donc, merci beaucoup, Wilson. En tout cas, si je peux résumer ce qui vient d'être dit, c'est que premièrement, aux Antilles, de manière générale, c'est une région qui est propice, entre guillemets, aux cyclones. Et ça, c'est depuis de nombreuses années. Maintenant, le cas en Haïti est un peu différent dans la mesure où avant les années 90, on avait une dictature où là, les gens ne coupaient pas n'importe comment le bois pour en faire du charbon. Et pour pouvoir soit se chauffer ou soit préparer les aliments. Donc, depuis la chute du régime dictatorial, les gens ont certainement pensé qu'avec une démocratie naissante, qu'ils pouvaient faire un peu ce que bon leur semblait. Et c'est là qu'on a remarqué des changements, enfin, oui, des changements climatiques, mais les conséquences de ces changements, ça va être les inondations, ça va être malheureusement, l'écosystème qui est touché également et les principales personnes qui vont être victimes de ces changements climatiques en Haïti vont être encore une fois les femmes et les enfants. Ce sont eux qui seront touchés en premier lieu, pardon, par ces changements climatiques. Alors, il y a le professeur Irzi, pardon, qui lève la main. Alors, professeur, allumez votre micro et posez votre question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir pensé pour inaugurer ces journées de la lutte contre la violence à l'égard des femmes en la célébrant avec une thématique qui nous intéresse toutes et tous sur cette planète, parce que la question du climat, comme cela a été dit, pardon, c'est une question qui ne touche pas que les scientifiques, comme vous l'avez déjà évoqué, elle a commencé à intéresser
je dirais, tous les acteurs et tous les vivants et les citoyens de la planète, parce que les impacts, en nous constatant qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Moi, je voudrais juste revenir par rapport à juste une petite question. Moi, je suis géologue de formation et nous savons tous que notre Terre a connu beaucoup de périodes de refroidissement et de réchauffement. Il n'y a pas loin, en 1820, la Terre était plus froide, était trop, trop même froide. Et c'est là où les premières recherches ont commencé sur le climat. Et c'est vrai que nous sommes dans une période où nous vivons un dérèglement climatique. Personnellement, pour moi, le dérèglement climatique, c'est vrai que c'est un changement climatique vers le réchauffement qui a été ressenti il y a une quarantaine d'années et qui est accentué par les actions anthropiques, les émissions des gaz à effet de serre. Et je pense que là, c'est un phénomène qui est en partie normal et qui est accentué par les actions anthropiques. Mais là, vous avez évoqué les victimes. Le climat, la première victime du climat, c'est vrai que c'est la femme, parce que ceux qui sont victimes du climat, ce sont aussi les enfants et les personnes âgées. C'est une catégorie qui n'a pas été soulevée depuis le début, mais et ces deux catégories de personnes, les enfants et les personnes âgées, sont à la charge de la femme. Et donc, c'est la femme qui doit s'occuper des enfants quand il y a un problème, et c'est la femme qui doit s'occuper des personnes âgées quand ils ont un problème, quand ils sont malades, etc. Donc, et le côté économique, parce que moi, je ne veux pas monopoliser la parole, je voudrais juste citer 6 points, parce que les effets aujourd'hui des changements du dérèglement climatique sont nombreuses et c'est la dégradation des écosystèmes naturels, de la biodiversité. Et quand il y avait que ce volet-là, je pense que c'était que l'affaire du scientifique, parce que la crise climatique que nous vivons, c'était une crise probabiliste. C'est pas comme la crise sanitaire à laquelle, qui était aléatoire, qui nous a tous enfermés chez nous. Mais c'est une crise qui était vraiment, les scientifiques ont tiré l'alarme depuis les années 80 et rien n'a été fait. Nous n'avons commencé à parler de crise climatique que quand on a commencé à sentir la sécurité alimentaire, la pénurie de nourriture, le manque d'eau, l'impact sur la santé humaine, la turbulence dans l'économie mondiale, l'impact sur les modes, sur le marché de travail et aussi les mutations sociétales. Et moi, je pense que là, il y a un débat qu'on devrait ouvrir sur vraiment que pouvons-nous faire en tant que citoyens. L'Afrique n'est pas un pays pollueur, n'est pas un pays qui pollue, mais c'est un pays qui subit les effets de ces changements climatiques. La seule piste sur laquelle nous, en tant qu'Africains, sur laquelle on devrait travailler, on devrait être mobilisés, pardon, c'est l'adaptation. Comment pouvons-nous, pour s'adapter à ces changements de mode de vie, à ces crises qui sont multiples en fait, parce que le climat, il touche toutes les composantes de la Terre, y compris l'espèce humaine. Et donc, moi, je voudrais juste ouvrir un débat ou une réflexion autour des méthodes d'adaptation en fonction des territoires, en fonction, si vous voulez, des ressources qui existent, etc. Parce que l'homme d'aujourd'hui, c'est pas comme l'homme de la préhistoire. L'homme d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en fait un peu égoïste par rapport aux ressources naturelles. Il abuse même trop dans sa façon de faire quand il a les moyens. Donc, il ne fait pas attention aux ressources, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui, depuis que cette explosion industrielle, l'homme a piégé ou a toutes les ressources naturelles qui existent. Je fais allusion par exemple à l'eau et à d'autres ressources. Je vais arrêter là parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Peut-être j'aurai d'autres points de réflexion ou d'autres choses à rajouter. Il y a 2 semaines de là, j'avais animé une conférence sur le dérèglement climatique. Je le nomme dérèglement climatique parce que s'il y a un changement climatique auquel nous rajoutons un effet anthropique. Et juste, je termine par une information, si certains parmi vous ne la connaissent pas, c'est que s'il n'y avait pas de CO2 ou de gaz à effet de serre, la Terre serait à -18 degrés et nous ne serons pas là. La Terre va être froide. Donc, les effets de serre ont quand même un volet ou un côté positif et je vous remercie.
Très bien. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, c'est bien noté pour un prochain débat sur le dérèglement climatique. En tout cas, je l'ai bien noté, donc nous y reviendrons. Ok, très bien. Merci, merci pour cette analyse et merci encore pour cette réflexion. Alors, je remercie Wilson. S'il y a d'autres questions à poser à Wilson ou même des questions d'ordre général par rapport au thème, vous pouvez les poser. Vous pouvez les poser dans le chat. Vous pouvez aussi nous suivre. Je le rappelle que nous sommes en partenariat avec la Radio Passion Culturelle. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de la Radio Passion Culturelle. Vous pouvez nous suivre sur le Facebook du Mouvement mondial des femmes et filles leaders panafricaines. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Zoom si vous avez le lien. Bien évidemment, le lien a été transmis et partagé à travers les différents canaux de communication. Alors, on va poursuivre cette conférence et je vais donner la parole à un autre monsieur qui est ambassadeur du MMFLP, qui est ambassadeur de paix également. C'est très important de le rappeler. Il a une fondation, il œuvre énormément pour le continent africain. Il est originaire de la RDC et je nomme monsieur Dadasto Nipoma qui va prendre la parole. Il va se présenter et suite à sa présentation, je lui poserai aussi deux petites questions liées au thème d'aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Fanta. Tu m'as déjà présenté là, donc je ne sais pas si je dois encore me présenter. Je suis Gaston Ipoma. Comme a dit Fanta, je suis le président de la Fondation Association Ipoma. Et puis, je suis aussi ambassadeur de paix de la Fédération des paix universelle. Et puis, depuis l'année passée, j'ai été nommé ambassadeur du Pacte européen pour le changement climatique, donc pour le climat. Donc, c'est une question qui me tient à cœur. Alors, à la Fondation Ipoma, comme j'avais dit, on fait le renforcement des capacités dans le domaine de santé publique, du développement durable. Nous avons beaucoup de projets concernant le développement durable. Donc, je ne vais pas rentrer euh, dans ce sujet. Voilà. Donc, pour parler de notre sujet d'aujourd'hui, moi, je suis très content qu'on puisse aborder ce sujet parce que c'est un sujet majeur qui nous concerne, hein, étant africains. Vous savez, dans notre association, nous travaillons sur des questions de changement climatique, mais nous avons remarqué que beaucoup de familles, par exemple, nous qui vivons en France, beaucoup de familles qui vivent ici en France n'ont pas connaissance de ces notions, de toutes ces notions du changement climatique, et même des familles qui vivent dans le banlieue. Donc, nous avons développé un projet pour faire la sensibilisation surtout des familles monoparentales, de jeunes qui vivent dans des banlieues, dans des quartiers un peu mouvementés, pour qu'on puisse passer l'information sur la sensibilisation. Et puis, nous sensibilisons aussi les peuples autochtones, donc les, les habitants de, de la forêt du bassin du Congo, parce que vous savez, comme on a dit, le bassin du Congo regorge la deuxième forêt après l'Amazonie. Il y a des Pygmées, les peuples autochtones qui vivent là-bas. Et nous avons énuméré les victimes, mais maintenant oublié qu'il y a des victimes qui sont là-bas, ce sont des peuples autochtones. Par exemple, nous qui venons du Congo, ce sont des Pygmées. Donc voilà, nous avons monté des projets avec d'autres associations sœurs pour qu'on puisse faire la sensibilisation et puis voir comment nous allons euh, donc discuter sur des questions concernant les changements climatiques. Donc voilà, Fanta. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, la première question que je voudrais poser, c'est comment le changement climatique et l'environnement de manière générale influent-ils sur les femmes? Merci pour la question. Je pense que mes prédécesseurs ont déjà répondu à toutes ces questions. Donc voilà, je remercie Madame Céline Massa qui nous a vraiment donné un cours magistral sur le changement climatique, sur l'impact de ces changements climatiques sur la femme en général. Moi, je dirais,
Vous savez, ce changement climatique a un impact disproportionné sur les femmes. Et puis, donc, le premier point clé, c'est d'abord la vulnérabilité économique. Vous savez, chez nous, d'abord, par exemple, je parle de l'Afrique parce que je viens de l'Afrique et j'ai des données de l'Afrique. Je dirais, généralement, les femmes vivent dans la pauvreté, donc nous avons une précarité énorme. Vous savez, lorsque la femme vit dans la précarité énorme, elle est tributaire de l'homme. Donc, ça crée un peu des inégalités, des disparités sociales et économiques, et ça crée beaucoup de soucis par rapport au changement climatique. Nous avons le fardeau des tâches accrues. Les femmes assument souvent la majeure partie des tâches liées à l'approvisionnement de l'eau, de la terre, des tâches ménagères. Donc, ça crée aussi des soucis par rapport aux questions des changements climatiques. Et euh, il y a un souci majeur que j'ai énuméré, c'est la représentativité des femmes. J'ai suivi la COP 29, donc voilà. J'ai été très choqué de voir que parmi les délégations, il y avait 78 chefs d'État, mais il n'y avait que 8 femmes qui étaient représentées. Alors, je fais des recherches pour faire des études. J'ai vu que généralement, dans des conférences pareilles, il y a entre 30 et 35% des femmes qui sont représentées. Et je me dis, où est la place de la femme? Parce que la femme, on a dit ici que la femme est la victime. C'est elle qui est la victime. Elle est aussi l'actrice majeure de toutes ces questions des changements climatiques. Donc, c'est un peu décevant de voir aujourd'hui que la femme est un peu mise à l'écart Et j'ai vu, aujourd'hui, je viens de lire qu'il y a quelques pays, par exemple l'Égypte, il y a le Vatican, il y a la Russie, qui se sont opposés à la représentativité de la femme dans des réunions. Et c'est vraiment très triste de voir ça parce que moi, je m'étais dit que la femme était mise à l'écart en Afrique, mais voilà, dans des conférences internationales comme la COP 29, on ne considère pas la femme. Donc, c'est vraiment une question qui nous a vraiment touchés, nous qui sommes des ambassadeurs des questions liées aux femmes, voir ces comportements. Donc, voilà. Très bien. Donc, oui, c'est vraiment regrettable qu'il y ait cette disproportionnalité et de représentativité de la femme lors des grands événements comme la COP 29. Et oui, donc c'est une triste réalité puisque Tout à fait. les femmes, les enfants sont les premières victimes. Professeur Hirsi a même dit que même les personnes âgées Même les personnes faisaient âgées, partie oui, des premières victimes, mais malheureusement, ils sont sous-représentés lors de ces grandes conférences internationales. Donc, c'est bon, c'est regrettable, mais il faut rester optimiste. Moi, j'ai grand espoir que peut-être qu'à la COP, la prochaine COP, hein, la numéro 30, peut-être qu'on aura beaucoup plus de femmes qui vont représenter à la fois les femmes elles-mêmes, les enfants et même les personnes âgées. Donc, restons optimistes. Il y a comme tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein, il comme y a on de dit, hein. l'espoir. Tout à fait. Alors, la deuxième question. Alors, il y a pas mal de réactions dans le chat. On va y venir. On a quelques questions et puis on a aussi une réflexion. Juste après la deuxième question, vous allez pouvoir poser vos questions aux intervenants, que ce soit Monsieur Dadastone, que ce soit Wilson. Vous pourrez poser vos questions. Alors, la deuxième question pour Monsieur Dadastone en RDC. En Oui. RDC, pouvez-vous nous partager le cas des déplacés ou des réfugiés climatiques, comme on les appelle, hein, les déplacés climatiques ou les réfugiés climatiques, j'allais dire politiques. Un lapsus révélateur. Merci pour la question, Fanta. Vous savez, en RDC, d'abord, la RDC vit une guerre, hein, donc il y a beaucoup de zones de conflits en RDC. Et vous savez, il y a des conflits armés, donc il y a des déplacements massifs des populations. Donc il y a la population qui fuit, qui va dans des zones où il n'y a pas la guerre. Et vous savez, lorsqu'il y a la guerre, les factions rebelles ou le gouvernement se mettent à se battre dans des villes, à faire la guerre. Et généralement,
ce sont soit les êtres humains qui sont des victimes, ou bien il y a la flore et la faune. Donc, vous savez, dans des zones, par exemple, à l'est du pays, nous avions des gens qui vivent de la cueillette, de la pêche, des activités agro-pastorales. Et généralement, lorsqu'il y a la guerre, c'est la biodiversité qui est touchée en général. Donc, par exemple, les zones qui sont limitrophes des parcs, lorsqu'il y a la guerre, il y a des bombardements, il y a des arbres qui sont abattus. Des fois, le rebelle essaie un peu de faire des exploitations illicites des minéraux. Ça impacte un peu la biodiversité, ça impacte tout ce qui est biodiversité. Et puis la population essaie un peu de bouger. Alors, moi, j'ai dit, lorsque généralement il y a ça, c'est la femme qui est la première victime parce que là, c'est la femme qui cherche tous les moyens pour aller. Généralement, les rebelles, lorsqu'il y a la guerre, ils font passer que les femmes et les enfants et les personnes vulnérables, et ce sont les hommes qui restent. Et lorsqu'il y a la guerre comme ça, lorsque la femme va pour aller se mettre à l'abri, elle est victime des violences sexuelles, elle est victime de beaucoup de choses. Donc moi, je pense qu'en RDC, il y a vraiment beaucoup d'impact. Donc la RDC est vraiment impactée par les changements climatiques, par la guerre, par le déplacement des réfugiés, par l'impact aussi de la biodiversité, de sa biodiversité. Parce que même on perd l'espèce qu'on appelle okapi, qui est une espèce vivante en RDC, qui est menacée. Il y a beaucoup des espèces menacées en RDC qui sont abattues parce qu'il y a la guerre. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup Dada Stone. Et puis on a une remarque de docteur Aïcha Bacha de la Belgique qui dit merci cher Dada Stone d'avoir dénoncé cette injustice. Je crois qu'elle parlait de l'injustice quand tu as parlé de la représentativité des femmes lors des grandes conférences. Alors on a pas mal de réactions. Il y a une personne qui avait même levé la main, mais je vais y aller pas à pas. On a une réflexion de Madame Adija Mangou qui pose une question d'ailleurs. L'Afrique peut-elle parler d'adaptation lorsque le facteur insécurité est monnaie courante? Donc ça, c'est une question qui mérite réflexion et débat. Donc je répète la question. L'Afrique peut-elle parler d'adaptation? Je crois que en disant adaptation, on reprend les termes du professeur Hirsi qui avait parlé d'adaptation. Donc l'Afrique peut-elle parler d'adaptation lorsque le facteur insécurité est monnaie courante? C'est vrai on n'a pas abordé ce thème, mais c'est un sujet de réflexion, effectivement. Ensuite, on a aussi une autre réflexion de la part de Hadia Intisar, qui nous dit les changements climatiques ont des effets désastreux sur la santé des femmes, des milieux défavorisés physiques et psychiques. C'est un sujet peu abordé. Ça, c'est tout à fait vrai par rapport à la santé, les changements climatiques et la santé. Ça, on n'a pas abordé ce thème et c'est justement un thème qui mérite également réflexion. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, docteur Aïcha Bacha qui félicite professeur Hirsi, excellente analyse de tout à l'heure sur les changements climatiques. Très bien. Si vous voulez contacter, non, pardon, juste pour se présenter, Madame Hadia Intisar, qui s'est présentée, donc elle est néphrologue, elle est professeure de médecine et romancière au Maroc. Donc vous pourrez certainement la retrouver sur les réseaux LinkedIn, Facebook, etc. Et donc voilà, je regarde aussi alors, on a une question de Dr. Aïcha Bacha de la Belgique. Alors, je lis la question. Le rôle des femmes en tant que gardiennes de la terre
et de la communauté est crucial et il est essentiel de les inclure dans les discussions sur la durabilité et la résilience, à mon sens. Pourriez-vous nous parler un peu plus de ce processus de résilience dans vos pays respectifs? Alors, si quelqu'un veut prendre la parole par rapport à la question de Dr. Aïcha Bacha, donc je relis juste la fin de la question. Pouvez-vous nous parler un peu plus de ce processus de résilience dans vos pays respectifs? Donc, si vous venez d'un pays comme le Maroc, par exemple, si vous venez d'un pays comme Haïti ou comme la RDC, vous pouvez tout à fait répondre à la question de Dr. Aïcha Bacha. Bon, comme j'ai la parole, si vous me permettez, j'allais Oui, oui. d'abord ajouter par rapport à la santé de la femme. Vous savez, aujourd'hui, la femme, moi je parle souvent pour les populations autochtones parce que nous avons développé un projet. Donc, je pense que le docteur Aïcha Bacha sera, si elle sera parmi les intervenantes. Au mois de juin, nous aurons une conférence internationale sur le développement durable ici en France, au Château de Pont-Armé, où nous allons développer des questions sur la biodiversité. Le thème sera, je pense, peuple autochtone garant de la biodiversité de la forêt du bassin du Congo, où nous aurons les peuples autochtones qui vont parler, parce que comme je vous ai dit, ce sont des victimes. Alors, vous savez, ces gens, par exemple les Pygmées, ce sont les premiers habitants du Congo. Ils vivent dans des forêts. Et lorsqu'il y a des changements climatiques, lorsqu'il y a des guerres, on abat des forêts, ou bien il y a des gens qui font des exploitations illicites, ce sont des populations qui sont déplacées. Et même la femme autochtone qui vit dans la forêt, qui ne connaît pas les milieux citadins, est impactée par des pathologies comme paludisme, il y a fièvre typhoïde, il y a beaucoup de maladies comme ça, parce qu'elles sont habituées à vivre dans la forêt et elles connaissent les vertus des plantes. Voilà. Vous savez bien, quelqu'un qui a vécu par exemple plus de 50 ans dans la forêt et vous lui dites d'aller dans les milieux citadins, c'est un peu difficile. Donc ça impacte cette femme. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi du point de vue sécuritaire. Vous savez, dans la sécurité, généralement, maintenant en Afrique, lorsqu'il y a des fractions rebelles ou bien lorsqu'il y a des insurrections, les rebelles vont généralement dans des forêts pour monter des camps où voilà, avoir un peu des arrières. Ça impacte aussi des populations qui vivent dans toutes ces zones plutôt, excusez-moi. Donc ça, c'est un. Alors, pour répondre à la question de la résilience, moi, je pense que d'abord, la première des choses, on doit mettre la femme autour de la table. Généralement, dans nos pays, nous voulons débattre des questions qui concernent la femme sans la femme. C'est un peu injuste. En fait, toutes ces questions, pour que ça ait lieu, il faudrait qu'on puisse d'abord reconnaître que la femme a un rôle majeur dans le développement. Parce qu'on ne peut pas avancer sans cette femme-là. Donc moi, je pense que toutes ces questions, comme vous dites, je pense chez nous au Congo, la représentativité de la femme est vraiment faible. Actuellement, le président de la République a tout fait pour qu'on puisse avoir les femmes dans des postes clés, mais je pense que c'est vraiment faible et puis ça n'avance pas, ça avance à pas de tortue. Donc j'espère qu'avec nous, surtout nous qui sommes de la société civile, nous allons jouer un grand rôle pour que cette femme puisse avoir un mot dans les organes de décision dans nos pays, surtout nous qui venons du Congo. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup Dada Stone d'avoir répondu à la question de Dr. Aïcha Bacha. Est-ce que d'autres personnes souhaitent répondre à cette question? La question de la résilience. Alors, bon, si je peux me permettre, c'est Oui, par rapport à la santé. Par rapport à la santé, c'est que euh, chaque pays a des sources de problèmes, hein, des problèmes sur la santé. Quand on parle du changement climatique, il y a tellement des secteurs qui sont concernés. La santé, on va voir ça aussi par rapport, on va prendre un exemple. Par exemple, en France, quand il y a la circulation alternée à Paris, pourquoi il y a la circulation alternée à Paris? C'est parce qu'il y a un pic de pollution. Le pic de pollution, ce sont les gaz qui sont échappés ou bien les particules fines qui polluent l'atmosphère parisienne. C'est à cause de ça qu'il y a des décisions à prendre.
voilà, on voit qu'il y a une fumée jaune, on voit les nuages sont totalement presque jaunes sur Paris, il y a la pique dissolution. Ça, c'est à cause des usines qui dégagent des gaz, qui dégagent ces particules-là. Mais je prends l'exemple en Haïti, c'est les pratiques que les gens utilisent depuis 10 ans. Bon, ce n'est pas une pratique, c'est plutôt les mouvements, quand il y a des mouvements sociaux, il y a les incendies des nœuds, des barricades enflammées avec des pneus qui brûlent et ça dégage des particules dans l'atmosphère. Et ces particules-là sont très, très dangereuses et ce sont ces particules que les gens vont respirer. Et en plus de ça, quand la pluie tombe, les gens parfois utilisent l'eau des pluies, soit pour faire de l'agriculture, mais parfois pour laver aussi. Tout ça va rester dans le vêtement que les gens vont porter. Et ça a un impact sur la santé des gens. Et naturellement, ce sont les femmes qui subissent en premier lieu. Et c'est pareil, en termes de pratique résilience, si je reprends le thème du docteur tout à l'heure de la professeure tout à l'heure sur l'adaptation. Quand on dit on s'adapter à quoi? On s'adapte à tout ce qu'on fait. On va s'adapter par rapport à l'effet qu'on peut provoquer ou bien l'effet néfaste qu'on peut provoquer sur l'environnement. Euh, Par exemple, hein, pour traiter les déchets, pour gérer les déchets, parfois je vois les gens installent des incinérateurs à proximité. Il y avait une expérience qui a été développée en Norvège. Il y avait un incinérateur qui était à 2 kilomètres d'une laiterie. Au bout d'un mois, ils étaient obligés d'abattre toutes les vaches laitières parce que le lait était contaminé à cause de la laiterie qui était à proximité, à cause d'un incinérateur qui était à proximité. C'est juste pour vous dire que déjà, comment on traite les déchets, seulement dans le traitement des déchets, là, on cherche déjà à s'adapter. Et si je prends le cas d'Haïti, ce sont les femmes qui sont à la base déjà de toutes les initiatives de gestion des déchets. Dans le sud, il y a une usine qui utilise les déchets, qui transforme les déchets en biogaz ou d'autres produits organiques, d'autres produits de combustible. Ça, ce sont des femmes qui sont à la base de ces initiatives. Et à Port-au-Prince, le département de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle le Styrofam qui envahit presque toute la ville de Port-au-Prince. C'est une femme qui est à la base d'une association qui s'appelle GAF. Si vous tapez sur Internet, vous allez voir GAF. Elle mène un plaidoyer pour que ça soit disparaît totalement en Haïti. Et autre chose, maintenant, je suis en train de travailler sur l'économie circulaire en Haïti, comment on utilise des déchets pour faire de l'argent. Mais je lance des invitations pour trouver des pairs professionnels dans ce domaine. Je trouve 4 personnes qui m'ont répondu. Un professeur, c'est un garçon qui est basé à Porto Rico. Et après, 3 autres personnes, ce sont 3 femmes entrepreneurs qui possèdent des entreprises qui gèrent les déchets, qui transforment les déchets en d'autres produits utiles. Déjà, l'adaptation peut déjà commencer par déjà la gestion des déchets. Là, une bonne initiative pour la protection du climat et de manière résiliente également, les types d'agriculture aussi. On sait très bien, si on prend l'exemple de l'Afrique, en Afrique, c'est 80% des personnes qui sont dans l'agriculture, ce sont des femmes. 80% des personnes qui sont dans l'agriculture sont des femmes. Et puis, bon, ces 80% de personnes, il faut les encadrer. Ce n'est pas leur donner l'idée de faire de l'agriculture à l'occidental avec les gros tracteurs qui arrivent et ces tracteurs-là polluent et aussi la vie qui est dans le sol détruit la vie qui est dans le sol. Sans oublier, quand on a ces gros tracteurs, on va avoir une agriculture industrielle, il va y avoir la coupure des arbres et aussi l'utilisation des engrais. On avait vu ça dans un pays comme Côte d'Ivoire, l'utilisation de l'engrais à outrance pour la production de l'ananas, quels dégâts ça produit. Et tout ça aussi, c'est une réflexion globale. Déjà, je prends l'exemple d'Haïti, déjà dans la gestion des déchets, des déchets qui polluent l'environnement, et ce sont des femmes qui sont à la base de cette révolution. Je pense en Afrique, dans l'agriculture, les femmes sont déjà à la base d'une révolution verte. C'est de continuer à les encadrer et les faire adapter leur mode de production par rapport à la pression climatique, de trouver des cultures qui ne sont pas gourmands en eau, déjà, et aussi des cultures qui ne sont pas gourmands en engrais
Comme ça, on peut utiliser les engrais de la nature, les engrais verts, comme ça, pour faire de la production. C'est dans ce sens-là. Et je voulais intervenir. Ok, super. Merci beaucoup, Wilson. Tu as aussi les remerciements du docteur Aïcha Bacha. Remerciements aussi à Dada Stone de la part d'Aïcha Bacha. Il y a alors professeur Zulika Hirsi. Vous avez levé la main. Je pense que Oui, c'était pour rebondir par rapport à ce que oui. Wilson était en train d'expliquer. Donc, allez-y, je vous prie. Oui, merci beaucoup. Et c'est aussi par rapport à la question de Madame Aïcha Bacha que j'ai comme amie sur Facebook. Je suis ses activités. Ce qu'elle fait, c'est vraiment passionnant au niveau de son pays, de ses territoires. Moi, je voudrais juste parler par rapport à l'adaptation, puisque nous sommes en train de célébrer la journée, ou plutôt les journées de la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Et la femme, elle est au cœur, je dirais, des dynamiques sociétales. Et vous le dites, Madame Aïcha Bacha, c'est que le rôle des femmes, elles sont les gardiennes de la Terre. Et bien sûr, elles le sont de toute la Terre, toute sa planète. Parce que les femmes, elles constituent plus que 51% sur la planète. Et l'autre moitié, c'est la femme qui les a mises au monde. Et là, je voudrais revenir à un point que nous avons évoqué quand Madame Céline Mass avait fait sa première intervention par rapport à l'éducation. Et donc, le rôle des femmes dans l'éducation, il commence par la maison, par le plus bas âge des enfants. Et donc, ça commence au sein des foyers. Et les femmes jouent un rôle très, très important en matière d'adaptabilité. Je vais donner deux ou trois exemples pour ne pas monopoliser la parole. C'est que nous devons voir comment nous comporter par rapport au quotidien. Et je prends le cas, par exemple, des aliments. Moi, je sais que, par exemple, 1 kilo de pommes exige 700 litres d'eau. Si nous avons la crise, ou plutôt les impacts économiques des changements climatiques, la pomme de terre ou les pommes plutôt ne coûtaient pas aussi cher qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc, même si on jette à la poubelle 2 ou 3 pommes, ce n'est rien. Mais si on fait le calcul par rapport à la ressource en eau qui devient dans beaucoup de pays vraiment une source de pénurie qui touche beaucoup de territoires, nous devons revoir notre façon de faire. Je donne un exemple. Ici au Maroc, les tomates n'étaient pas chères. Moi, personnellement, quand j'achetais 4 kilos, 5 kilos, que je mets 2 kilos, par exemple, je les jette parce que elles sont plus, je ne peux plus m'en servir. Pour moi, ça coûtait rien. Mais maintenant que le prix a augmenté, donc on fait attention. On fait attention à notre façon de faire. On fait attention à notre façon d'ouvrir le robinet. Moi, on avait fait un mois de sensibilisation au niveau de notre université, et nous avions ramené les jeunes, les petits-enfants des écoles. Et je vous dis que vraiment, il y a des parents qui sont venus nous voir et qui nous ont dit que leurs enfants sont devenus la police de l'eau chez eux. Et ce sont des choses, donc moi je parle en matière de communication, quand la femme, elle est éduquée, donc elle peut sensibiliser son entourage, parce que l'Afrique, elle a des territoires diversifiés. Il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de nourriture, il y a des endroits où il y a d'autres pénuries dans d'autres aliments, dans d'autres, je dirais, secteurs. Mais c'est la femme qui est le moteur du développement. Et c'est la femme, quand vous le dites, Madame Aïcha Bacha, c'est elle qui peut être la source du changement et d'adaptation aussi. Moi, je n'ai pas parlé de l'adaptation des politiques, parce que là, on est entre femmes et hommes à notre échelle, et particulièrement dans l'associatif. On peut jouer ce rôle-là en tant que femme par la multiplication de bonnes pratiques, par les actions de sensibilisation. Et aujourd'hui, ça en est une. Moi, je pense que si on renforce ce volet-là, chacun de nous doit revoir sa façon de se comporter vis-à-vis les ressources qui deviennent de plus en plus rares. Et je fais allusion plus particulièrement à l'eau, parce que nous, en 2018, dans ma région, on disait qu'on va vivre une pénurie d'eau d'ici 2030. Eh bien, croyez-moi qu'il y a 2 ans que nous commençons
parfois dans nos quartiers à avoir des problèmes vraiment d'eau parce que le Maroc a connu une période je dirais, un peu longue de sécheresse et on a commencé, heureusement, il y a eu il y a quelques semaines quelques précipitations, mais ça reste insuffisant. Donc là, il faut que nous nous adaptons à ces changements climatiques qui ont toujours existé, hein. C'est l'homme qui doit s'adapter, si vous voulez, à ce nouveau mode de vie, à un nouveau mode, je dirais, de consommation de la nourriture et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Aïcha, aussi pour ta collaboration dans cette conférence. Ben, nous allons bientôt arriver au terme de cette magnifique conférence. Moi, j'ai beaucoup aimé les débats, les échanges, les réflexions et surtout les questions. Les questions, ça nous a permis à tous, hein, auditeurs, auditrices, les curieux, en tout cas, nous avons appris beaucoup de choses et ne négligeons pas hein, que oui, l'environnement ou le changement climatique, ce ne sont pas des thèmes qui sont décorrélés du droit des femmes ou des violences faites aux femmes. Ce sont des thèmes, comme l'a dit Madame Céline Masse au début, tous ces thèmes-là sont reliés entre eux et donc ce n'est pas un hasard qu'on ait choisi ce thème femmes et environnement. En tout cas, s'il n'y a plus de nouvelles questions ou bien de réflexions, en tout cas, moi, de mon côté, ce que j'ai bien noté, c'est de continuer le débat, bien évidemment, de continuer le combat. Ça, c'est tous les jours. Bon, la personne qui est activiste, militante ou militant, elle se reconnaîtra dans ce que je dis. Mais en tout cas, j'ai bien noté que nous devons préparer un nouveau débat ou une nouvelle conférence qui réunira des personnes qui vont parler encore et encore des changements climatiques, peut-être avec d'autres variantes, mettre au cœur le rôle des femmes par rapport à ceci euh, euh, enfin, je veux dire, ne pas oublier non plus l'aspect victime, parce que c'est vrai que les femmes sont les premières victimes de ces changements climatiques. Donc, tout ça, c'est bien noté dans notre agenda. On y reviendra. De toute façon, vous savez que nous sommes en partenariat avec la RPC, la Radio Passion Culturelle. Vous avez nos coordonnées sur les réseaux sociaux. Le MMFLP a une page Facebook qui regroupe quand même plus de 32 000 followers. C'est un chiffre que je tenais à donner aujourd'hui. Donc, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Comme je le disais, nous sommes en partenariat avec la RPC. C'est notre partenaire média. La RPC a aussi une page Facebook. Elle a aussi un site Internet sur lequel vous pouvez suivre. Et avec la RPC, on a plusieurs émissions. On a l'écho des femmes, on a droit des femmes. Enfin, il y a vraiment toutes les émissions possibles ou tous les canaux de communication possibles pour parler de ces sujets sur le droit des femmes, les violences faites aux femmes. Je fais un dernier rappel avant qu'on se quitte. Un dernier rappel sur la journée du 25 novembre. Donc, je rappelle que la journée du 25 novembre symbolise la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et que cette journée a été décrétée en 1999 par la résolution de l'ONU, la 54-134, par son Assemblée générale. Et c'est cette Assemblée générale qui a décrété que le 25 novembre serait la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors, je rappelle aussi quelque chose, que le 25 novembre, ça marque également le lancement de la campagne activiste des 16 jours dont la campagne s'appelle Tous unis. C'est une campagne qui débute le 25 novembre, donc aujourd'hui, jusqu'au 10 décembre journée de commémoration de la journée des droits de l'homme. Donc du 25 novembre au 10 décembre, on a 16 jours d'activisme sur les sujets des violences faites aux femmes. Donc de votre côté, vous pouvez faire des actions. Chaque action, quelle que soit la taille de l'action, chaque action compte.
Ça, c'est très important. L'essentiel, c'est de ne jamais baisser les bras. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et j'ai pour espoir que pour la COP 30, on aura plus de femmes qui vont nous représenter. Quand je dis nous, hein, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les personnes âgées qui vont nous représenter à cette grande conférence en 2000, pour la COP 30. Donc ça, c'est un espoir. Pour que cet espoir puisse voir le jour, il faut continuer le combat. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Le combat, c'est sur le terrain. Ce sont les conférences qu'on organise aussi, parce que plus on a d'auditeurs, d'auditrices, et plus nous serons écoutés, et plus notre parole va être portée jusqu'aux grandes institutions internationales. Alors, Dada Stone a levé la main. Donc, Dada Stone, je te prie d'ouvrir ton Oui, micro et j'allais dire de ceci, parler. c'est un message pour les Africains, pour les panafricains. L'Afrique est un continent qui a la clé dans tout. Vous savez, nous avons les eaux, nous avons la terre, nous avons le bassin du Congo. Donc, nous sommes un continent qui a la réponse au changement climatique. Donc, mettons nous mains dans la main pour qu'on puisse répondre à ces défis. Donc, j'ai prié à tous les responsables d'associations de se mettre ensemble, hein, pour qu'on puisse discuter sur la question. Et je remercie aussi le mouvement mondial des leaders de femmes panafricains pour ce travail, surtout la présidente Madame Ede Bokoni et puis avec toute son équipe pour cette question, parce que ce n'est pas une question qui est débattue dans toutes les associations, hein, on se connaît ici, on est à la diaspora, mais je pense que déjà avoir l'idée d'organiser des panels comme ça nous fait vraiment lever la tête du guidon pour qu'on puisse travailler sur la question. Donc, je vous remercie et surtout à toi, Fanta, de nous avoir organisé ces panels. Merci. Très bien. Ben, écoutez, c'est avec grand plaisir. À chaque fois qu'on me proposera, en tout cas, d'animer des conférences ou d'intervenir à des conférences, dès que je le peux, en tout cas, je ferai tout mon possible pour accomplir ce que j'appelle mon devoir. Alors, je termine par le fait que c'est un petit rappel que le MMFLP est porteur d'engagement de la coalition d'action sur la justice et droits économiques d'ONU Femmes. Ça, c'est très important de le souligner. Ce que je n'ai pas mentionné, et je vais lui faire une grande ovation, c'est, je ne sais pas comment, bon, c'est improvisé, hein, je vous l'avoue, mais j'aimerais adresser mes sincères remerciements à la présidente, Madame Marthe Dédé-Koivogi, la présidente du MMFLP. Je le dis en toute transparence, en toute franchise, c'est une femme qui est extraordinaire pour la côtoyer vraiment assez régulièrement. Je peux vous assurer que c'est une femme multicasquette, c'est une femme extraordinaire qui mène ce combat depuis je vais dire depuis son enfance, hein. Depuis son enfance, elle est dans le militantisme déjà. Donc, c'est à elle que qu'on lui doit ben, toutes ces conférences parce qu'on a l'occasion de s'exprimer, de parler. Donc ça, c'est quelque chose pour laquelle je lui serais entièrement reconnaissante. Alors, il y a quelqu'un qui revient, qui a dû être déconnecté et qui revient. Donc, sur ce, chers auditeurs, chères auditrices, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses, que ce soit dans vos entreprises, que ce soit dans vos combats, que ce soit dans toutes ces causes qui vous tiennent à cœur. Je vous souhaite le meilleur à tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine rendez-vous. Je ne vous donne pas encore la date puisque je ne la connais pas, mais à l'occasion, on pourra échanger et débattre sur ces questions. Je vous remercie infiniment et je rends l'antenne, comme on dit. Merci à Merci, tous. merci, merci. Excellente soirée, excellent débat.